plein de fois master, je suis allé en ALGS, j'ai plus de 4000 heures de jeu. Ouais, en fait, j'aurais pu être promu au poste de capitaine d'avion de ligne là, avec ça. Mais... bon, j'ai choisi une voie différente. J'ai même tapé des Man vs Squad en ALGS pour vous dire. Bon, pour l'anecdote, c'était quand même au début des ALGS que je pouvais me permettre de faire ça parce que j'avais pas d'équipe en fait. Et là, j'ai essayé de vous faire la vidéo qui vous compile le plus d'informations qui existent sur Apex Legends. Donc tout ce qui peut exister pour vous rendre meilleur. Donc bien évidemment, le lore n'est pas inclus. Dans cette vidéo, je ferai en sorte de vous expliquer de la manière qui me semble la plus évidente possible chacun des points que je vais vous aborder. Je vous parlerai du système de mouvement, des décisions à prendre pendant les parties, la gestion d'inventaire, comment communiquer avec vos alliés, comment vous comporter pendant les parties en fonction de vos objectifs. Donc si vos objectifs c'est juste un nombre de kills, ou si votre objectif c'est plus de gagner la partie, donc en fonction de si vous êtes en pubs ou en ranked, comment vous entraîner sur le jeu, comment vous échauffer. Et sachez par ailleurs que cette vidéo s'adresse à tous les profils de joueurs, les plus investis comme ceux qui découvrent le jeu. Et promis, je ferai en sorte que ce ne soit pas aussi barbant que « Ouvrez votre manuel, page 48, et faites l'exercice 2 ». Bon, salut, c'est moi du futur, 3 semaines après l'enregistrement que vous venez d'entendre. C'est juste pour vous dire que le contenu de cette vidéo ne sera que sur le guide mouvement du jeu. Il y a vraiment trop de choses à dire. Et si vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'on est passé de ce que je viens de vous dire à une seule vidéo mouvement, je vous invite à aller à ce timecode en fin de vidéo où je vous explique la situation. Bon visionnage à vous. Bon, pour cette première partie, on va parler du système de mouvement de ce jeu, donc toutes les mécaniques de mouvement qui sont communes à tous les personnages, donc pas les mécaniques qui sont spécifiques à certains personnages et pas d'autres. Et quoi de mieux pour commencer que de vous faire peur? Bouh! Voilà, ce que vous avez en face de vous là, c'est un diagramme que j'ai fait du système de mouvement du jeu. Vous avez là toutes les mécaniques de mouvement qui sont communes à tous les personnages du jeu. Donc par exemple, quand il y a des trucs qui sont spécifiques à certains personnages, comme les manipulations avec les grappins de Pathfinder, je vais pas les inclure dans cette partie-là, ça sera pour une autre partie, parce que c'est spécifique à Pathfinder. Vous en êtes tous capables, ce n'est qu'une question de pratique, et une question aussi de priorisation dans la manière d'apprendre. Quand vous regardez ce diagramme, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a énormément de compétences qui sont liées les unes aux autres et qu'au final tout ceci forme un arbre de compétences. Dans votre RPG ou hack and slash, vous pouvez pas vous attendre que votre personnage vous lâche le météore de feu s'il sait même pas encore lâcher une boulette de feu toute pourrie. Bah là c'est pareil. Quand je dis que je vais reprendre le système de mouvement depuis le début avec vous, je suis vraiment sérieux. Limite, sur les premiers chapitres, je vais juste vous montrer comment appuyer sur un bouton. Je sais que certains d'entre vous ont déjà ces bases là et vous avez pas forcément besoin de tout vous retaper, donc c'est pour ça qu'il y a des chapitres dans la vidéo, n'hésitez pas à les utiliser. En revanche, sachez que si jamais vous arrivez dans une section de la vidéo qui demande des prérequis, eh bien je vais pas les réexpliquer dans la section en question et je vous invite plutôt à aller vous rediriger vers la section de la vidéo qui en parle si jamais vous ne les avez pas. Je vous donne un exemple bidon, si jamais à un moment je vous montre comment Super Glide et Tap Strafe en même temps et que vous savez pas Tap Strafe, eh bien je vous invite à vous rendre vers la section où je vous montre ce que c'est que du Tap Strafe. J'essaie de vous présenter les mécaniques dans cette vidéo dans un ordre qui est à peu près cohérent. Donc si jamais vous survolez des chapitres, s'il vous plaît, pour éviter que vous soyez perdu, en tout cas pour en être sûr, prenez au moins une seconde juste pour lire les noms de chapitres même si vous en fichez du contenu. Comme ça permet de mieux vous rendre compte si jamais vous avez manqué un truc qui est requis pour ce que vous êtes en train d'apprendre. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous, on peut y aller. Donc nous voilà en terrain de jeu, on va commencer par les fondamentaux des fondamentaux, à savoir déjà qu'est-ce que c'est que holster. Holster ça veut dire ranger son arme. C'est juste le fait de faire ça. J'en profite, j'essaie de vous montrer quel est l'intérêt de ranger son arme, regardez la vitesse à laquelle je cours. Conclusion, je cours plus vite sans mon arme. C'est ça l'intérêt de ranger son arme. Rangez votre arme quand vous le pouvez. Ça ne sert à rien de tout le temps l'avoir en main, vous y perdez plus que vous n'y gagnez. Et d'ailleurs ce sera utile pour la suite sur la partie du système de mouvement parce qu'il faut que vous sachiez que énormément de mécaniques de mouvement sont influencées par votre inertie. Plus vous avez accumulé une vitesse qui est importante et plus vous êtes susceptible de amplifier les effets d'une mécanique de mouvement. Ensuite on va voir ce que c'est que le strafing. Le strafing c'est le fait de faire des droites-gauche comme ça. Vous voyez, j'utilise que la touche Q et D. Donc gauche-droite, gauche-droite. C'est du strafe. Ensuite, on a la touche pour s'accroupir. Voilà, c'est contrôle chez moi. Mais si on court, ça devient la touche pour glisser. Surtout si on est en pente. Et ensuite, on a la touche de mêlée, comme d'habitude. Donc moi, c'est mon clic souris. Mais vous, je pense que par défaut, ça doit être V. Et pour finir, on a la touche interagir. Donc la touche interagir, c'est celle que vous utilisez pour ramasser vos armes, interagir avec une zipline, ou alors juste pour ouvrir et fermer une porte. Et ensuite, pour finir, la touche grimper. Donc pour grimper, je vais contre un mur, je saute, ça s'accroche et ça monte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous venez de voir les bases les plus fondamentales du jeu.
je profite du fait que l'on soit en train de parler de ce que c'est que glisser pour vous présenter ce que c'est que le slide jump. Le slide jump, c'est le fait de glisser puis sauter. Regardez, ça ressemble à ça. Hop, voilà. Là, j'ai fait un slide jump. Je le refais. Hop, encore un slide jump. Je vous montre à quoi ça ressemble à la troisième personne. Ça, c'est un slide jump. Ça, c'est un slide jump. Pourquoi faire des slide jumps? Ça vous permet d'aller simplement plus vite quand vous courez. Donc, quand vous êtes en train de courir, de temps à autre, faites une glissade plus saut. Voilà, vous irez encore plus vite. Alors, regardez si je refais la même expérience que tout à l'heure, mais avec glissade plus saut. Vous voyez que j'ai atteint le mur beaucoup plus vite que quand j'étais simplement en train de courir. Cool. Et bien maintenant que vous savez ce que c'est qu'un slide jump, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que grimper avec un slide jump. Alors quand on grimpe normalement, ça ressemble à ça. Hop, et on court. Mais quand on fait une grimpette avec slide jump, ça peut donner ça. Vous voyez, je gagne immédiatement un boost de vitesse dès que je sors de mon animation de grimpette. C'est quelque chose que vous pouvez avoir de manière systématique lorsque vous grimpez un mur. À chaque fois, vous pouvez l'avoir. N'importe quel mur, à tout moment, hop. Même un truc aussi petit que ça, regardez, hop, voilà. Et il faut que vous sachiez que ce boost de vitesse vous permet d'atteindre la vitesse maximale que vous pourriez atteindre en courant avec des slide jump. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble à la troisième personne. Donc là, c'est une grimpette normale. Et là, c'est un slide jump. Je vous montre ça. Voilà. Donc, j'aimerais faire un point avec vous sur la grimpette du jeu, parce que ça va beaucoup nous servir. Pour commencer, j'aimerais que vous sachiez exactement quand est-ce que votre grimpette commence, quand est-ce que votre animation de grimpage commence dans le jeu. Pour ça, il faut que vous tendiez l'oreille et regardez au moment où il y a les mains qui commencent à s'accrocher au mur. Vous voyez, pile au moment où il y a les mains qui s'accrochent au mur, il y a un son de grimpage là qui se lance là. Voilà. C'est à ce moment-là exact, quand vous entendez ce son, que l'animation de grimpette commence. Écoutez bien. Pour ceux qui ont un heirloom, c'est aussi le moment exact où votre heirloom se range normalement. Voilà, félicitations, vous savez quand est-ce que votre animation de grimpette commence exactement. Ça vous sera utile plus tard. Maintenant, il s'agit aussi de savoir quand est-ce que votre animation de grimpette se termine. Alors, on va faire une grimpette au complet, avec la plus haute amplitude qu'on peut avoir le long de ce mur, et on va voir ce que ça donne. Regardez ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Première chose, on voit que notre personnage pousse un peu des pattes et des mains, là, le long du mur, et à la fin, il fait un boost, un petit piou en plus, avant de lâcher prise. Regardez. Boum! Je le refais. 1, 2, 3, voilà. Du coup, maintenant, vous le savez. C'est bien. Vous savez que votre personnage lance une animation de grimpette avec un petit son que vous entendez et des mains qui apparaissent à l'écran. Et qu'une fois qu'il arrive au bout de son animation, il a un petit boost supplémentaire. Maintenant, le mental, qu'est-ce que c'est? Le mental, c'est le fait de venir comme ça et hop, s'accrocher, comme ça, à un rebord. Ça peut être un rebord sur n'importe quelle surface. Genre, ici, par exemple, ça le fait aussi. Vous voyez? Tant que vous pouvez vous accrocher comme ça, c'est un mental. Voilà, félicitations, vous savez ce que c'est qu'un mental maintenant. Vous pouvez le mettre dans votre poche, ça va vous servir plus tard. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que le directional climbing. En gros, ça veut dire grimper de manière directionnelle. En gros, pour ça, il va falloir strafe en grimpant. Et pour ça, vous venez, hop. Vous voyez que vous pouvez y aller en diagonale. Donc, vers la droite, vers la gauche. Là, on va même prendre un mur où il n'y a rien du tout, juste que vous voyez à quel point est-ce qu'on peut glissouiller le long du mur. Je pars d'ici et je vais arriver là-bas. Regardez. Hop. Voilà. Donc ça s'appelle de la grimpette directionnelle. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble à la troisième personne. Donc vous voyez bien qu'à la fin, je me sers du petit boost en fin de saut. Pour pouvoir me retrouver sur ma fameuse plateforme à la fin. Ok, un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez ce mur-là, il est relativement haut. Si je veux le grimper, je viens comme ça, hop, ça passe pas. Je réessaye, regardez, hop, ça passe pas. En revanche, si jamais je me présente devant le mur, collé au mur, et que je saute et je grimpe,
là ça passe. Parce qu'il faut que vous sachiez que votre saut a une certaine force ou énergie entre guillemets, et quand vous courez, vous orientez déjà une partie de cette force vers l'avant. Du coup, une fois que vous arrivez contre le mur, vous êtes un peu écrabouillé, ralenti contre le mur, et vous perdez du temps sur le temps que vous pouvez passer à grimper, avant de pouvoir commencer à grimper. Je vous montre à quoi ça ressemble à la troisième personne. Hop. Voilà, ça c'était en courant, et maintenant sans courir. Voilà. Maintenant, on va parler du tap strafe. Qu'est-ce que c'est? Le tap strafe, c'est une mécanique qui est super puissante et super bizarre à la fois, qui vous permet de faire des changements de direction totalement absurdes dans lesquels vous ne perdrez pas du tout votre inertie. C'est là, avec tap strafe. Et là, sans. Donc comment faire un tap strafe? Pour ça, vous allez être obligé de mapper la touche avancée sur la roulette de votre souris. Donc vous choisissez comme d'habitude, soit roulette haut, soit roulette bas, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance tant que vous en avez une. Et regardez, alors bien évidemment, hein, vous gardez toujours Z pour avancer, hein, mais vous avez juste une deuxième touche pour avancer. Donc là, vous voyez, je suis en train de spammer la roulette sur laquelle j'ai mappé la touche avancée et ça me fait avancer très légèrement. Le tap strafe, en quoi ça consiste? En gros, c'est balancer au jeu des kilos d'input de touches avancées quand vous êtes en pleine rotation pour exploiter un bug du jeu qui fait que vous conservez votre inertie et que vous êtes en mesure de tourner sans être ralenti. Et quand je parle de tourner sans être ralenti, ça peut même aller au-delà de 180 degrés. Hein. C'est très puissant ce truc. Donc comment le faire? Vous allez devoir faire un slide jump et ensuite, au moment de tourner votre tête, il va falloir que tout le long de cette rotation, vous soyez en train de donner des inputs à avancer sur votre souris. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Donc là, je suis en train de filmer ma souris et en gros, ce qu'il faut constater, c'est que pendant tout le long de la rotation que je vais faire ici comme ça, je vais donner des inputs sur ma roulette, comme ceci. D'accord? Du coup, il y a plein de gens qui ont du mal à placer leurs doigts. Je vous aide. Vous placez votre doigt en général en bas de la roulette, c'est le plus optimal. Comme ça, vous avez des inputs à donner sur toute la rondeur de votre souris jusqu'à complètement tendre votre doigt. Une fois qu'il est tendu, là normalement c'est cuit, vous pouvez plus. Mais là, tout du long, là vous pouvez envoyer des inputs. Du coup là le but c'est de mettre votre doigt ici, quand vous faites votre tap strafe. Donc moi je le mets là, et au moment de tourner, eh bien je tourne en donnant des inputs dans ma souris. Vous voyez? Donc je le refais. Donc en tournant, je donne des inputs tournés sur ma souris. Si je veux faire plus de 180 degrés, genre ça, les 3/4 d'un cercle, il va me falloir ça comme distance sur mon tapis de souris. Du coup, je vais m'arranger pour que tout le long de cette trajectoire, je sois en train de donner des inputs avancés avec ma roulette, comme ceci. Compris? Donc je récapitule, pour faire un tap strafe, vous avez besoin de faire un slide jump, ensuite de strafe une fois que vous êtes dans les airs après votre saut, et que pendant votre saut, vous donnez des inputs avancés sur tout le long de la rotation que vous effectuez avec votre souris. Je vous remontre. Hop. Donc là, c'est parce que je voulais le faire vers la gauche. Vers la droite, ça donne ça. Je change de touche. Et si je veux faire plus de 180 degrés... Voilà, je n'ai pas perdu ma vitesse et j'ai tourné sur moi-même, plus je suis allé à droite. Regardez. Je vous montre ça à la troisième personne. Donc là, vous avez un 180 degrés gauche. Là, vous avez un 180 degrés droite. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble le 270 degrés. Je vous refais le 270 degrés, mais dans l'autre sens. Et ce qui est bien avec le tap strafe, du coup, c'est que ça vous permet aussi de revenir de gouffre. Par exemple, ici, je vais faire un tap strafe pour revenir du trou. Vous voyez, j'étais au-dessus de la surface, et pourtant, je suis pas tombé. J'ai bien été au-dessus de ce trou-là à un moment, mais j'ai pu revenir grâce au tap strafe. Et regardez, si j'avais fait sans tap strafe, il serait passé ça. Ok, on va voir très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un wall jump. Un wall jump, en gros, c'est ça. Voilà. Vous voyez, j'ai sauté contre le mur, j'étais repoussé. Mais comment ça marche, Jamy? Et bien en gros, pour faire ça, dès que vous commencez une animation de grimpette, vous voyez, dès qu'il y a les mains qui apparaissent et le bruit, c'est là que vous voulez appuyer sur saut pour être repoussé. Seulement, pour pouvoir faire un wall jump, il va falloir faire un slide jump juste avant. Regardez, je fais juste glissade plus saut. Là, vous voyez qu'il y a mes mains qui s'accrochent au mur. Regardez. Vous voyez? Et bien, à l'instant exact où il y a mes mains qui s'accrochent au mur, c'est là que je vais appuyer sur sauter. Regardez.
voyez, je suis ramené jusqu'ici. Je le refais. Je vous montre à quoi ça ressemble à la troisième personne. Donc là, ça va être juste la glissade plus saut contre le mur. Toute seule. Maintenant, je vais vous mettre le saut en plus. Voilà, ça ressemble à ça. Seulement, nous, on cherche à optimiser notre wall jump et on veut parcourir la plus grande distance possible. Voilà, au moment où on fait notre wall jump. Le but, c'est d'aller le plus loin là-bas. Voilà. Du coup, on va chercher à réduire cet angle qu'on a contre le mur. Vous le voyez, cet angle fictif qu'on a devant nous? Et ben, on cherche à le réduire. Seulement, en le réduisant, on constate que je n'arrive plus à faire de wall jump, regardez. Vous voyez, il n'y a aucune animation de grimpette sur ce mur qui se lance. Pourquoi? Parce que je ne lui fais pas face. Il faut que je fasse suffisamment face au mur pour pouvoir lancer cette animation de grimpette. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tourner la tête en cours de route, comme ceci, pour pouvoir le faire. Je vous remontre. Et ça, on peut le faire jusqu'à des angles qui sont même très 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 serrés du mur, comme celui-ci. Regardez. Je leur fais encore un coup. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble à la troisième personne. Maintenant, on va parler des erreurs que les gens font quand ils apprennent le wall jump et qu'ils ont du mal à apprendre, etc. En tout cas, des petites astuces pour que vous évitiez de faire des erreurs bêtes en apprenant le truc. Ici, s'il y a quelque chose à remarquer par exemple, c'est que c'est au niveau du wall jump, je n'appuie pas sur la touche avancée au moment du saut. Vous voyez ? Cette touche avancée, je la relâche ici. Parce que si j'appuie dessus à ce moment-là, au moment où je suis contre le mur, ça passe pas en fait. Donc il faut la relâcher une fois que vous êtes sur le point de sauter. Un dernier petit truc dont je vous ai pas parlé, en gros, quand vous faites un wall jump, eh bien, comme vous pouvez le remarquer, regardez, hop, oh, je suis projeté dans cette direction. Vous voyez, j'ai tapé le mur environ là, j'ai été emmené ici. Mais moi, par exemple, supposons que je suis dans une situation où j'ai juste envie d'avancer le long de ce mur. Donc pour ça, il va falloir faire du strafe, comme ceci. J'ai juste appuyé sur la touche de gauche pour pouvoir coller au mur un peu plus. Je vous la refais. Pareil ici, je peux le faire encore vers la gauche. Hop. Ça me permet de mieux me ranger. Ou alors si j'ai envie de coller au mur, je peux le faire vers la droite. Donc juste après avoir fait mon saut, j'appuie sur une touche de direction, droite ou gauche, en fonction du mur sur lequel je me trouve. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que les gens peuvent avoir du mal avec le fait de trouver le bon moment où faire son animation de saut. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir du mal avec le fait de trouver le bon moment où appuyer sur sauter. C'est pour ça que les gens utilisent la roulette. En gros, on va mettre dans les options, paramétrer dans les options, la touche roulette du bas. Ça marche aussi pour roulette du haut, n'importe laquelle. Hein. Mais roulette du bas, par exemple, ici, pour le saut. Donc là, vous voyez, j'ai ma souris en face de moi. À chaque tac, ça me fait un saut. Et bah le plan, c'est que vous mettiez votre doigt genre ici, ou plus vous maîtriserez le wall jump et moins vous en aurez besoin, mais genre le mettre ici pour que bam 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 bam, vous envoyez plein d'inputs de saut quand vous êtes en train de faire votre wall jump. Et en gros, le plan, c'est quoi? C'est que au moment où vous estimez à peu près, parce que vous savez pas encore bien le faire, que c'est le moment de sauter, bah vous pouvez déjà commencer avant à faire ça, à tourner, vous voyez? Comme ça, au moment où ça va toucher le mur, au moment où votre personnage touchera le mur et sera en mesure de faire un saut qui sera considéré comme un wall jump, eh bien, vu que vous êtes en train de tourner continuellement votre souris, vous aurez une très forte probabilité d'avoir un saut que vous envoyez avec votre roulette à ce moment-là. Du coup, en gros, au moment où vous faites votre wall jump, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok? C'est simple. Du coup là, je vous remontre avec la roulette à quoi ça ressemble, et vous avez à l'écran le nombre d'inputs que je mets à la roulette. Et normalement, vraiment, plus vous maîtrisez le wall jump, et moins vous aurez besoin en fait de faire ça. Hein. À un moment, vous n'aurez même plus besoin de la roulette. Juste la barre d'espace, ce sera très bien. Mais c'est vraiment que pour le moment, si vous n'avez pas le bon timing. Et aussi parce que de toute manière, en fait, c'est juste plus simple, c'est moins prise de tête de le faire à la roulette comme ça. Parce que si jamais vous êtes en plein combat, vous sautillez, vous voyez, vous êtes en train de sautiller et tout, et vous voulez faire un wall jump, c'est toujours plus agréable de le faire avec la roulette, qu'on associe à l'idée du wall jump, plutôt qu'à la barre d'espace. C'est plus simple, mais c'est pas obligatoire. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc là, je le refais. Wall jump roulette. Wall jump roulette strafe. Wall jump roulette strafe. Maintenant, wall jump très serré. Wall jump très serré, roulette strafe. Voilà.
Donc maintenant que je vous ai expliqué comment est-ce qu'on fait un wall jump et comment est-ce qu'on fait un tap strafe, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un wall jump plus un tap strafe en même temps dans la foulée. Et pour ça, c'est très simple, vous faites un wall jump comme d'habitude, et une fois que vous avez sauté, au moment où vous avez appuyé sur sauter, que vous avez été repoussé par le mur, vous faites votre tap strafe dans les airs, et normalement ça vous permettra de faire un 180 degrés et changer complètement la direction de votre wall jump. Regardez, ça peut faire des dingueries de style. Je suis parti dans un sens, je suis revenu dans l'autre, ça n'a rien à voir, regardez. Je vous le refais. Et si vous le maîtrisez bien, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire des trucs vraiment tordus du style courir, faire un wall jump contre cette surface-là, et vous retrouver à la fin ici. Regardez. Vous pouvez contourner des gros trucs avec ça. Je pars en glissade saut, je fais un tap strafe pour me retrouver face à ce mur ici, contre lequel je fais un wall jump, et ensuite j'enchaîne ça sur un tap strafe pour me retrouver ici. Je le refais encore. Je vous montre à quoi ça ressemble à la troisième personne, donc hop. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que le bunny hopping en très gros, c'est ça. C'est le fait de faire des petits bonds, tout en maintenant une touche de strafe, pour pouvoir continuer à faire ça pendant très longtemps. On va à la vitesse de quelqu'un qui court si on est sur une surface plane, et si jamais on est en pente, donc on descend, on peut aller plus vite que quelqu'un qui court, sûrement moins vite que quelqu'un qui glisse. Enfin, tout dépend de la longueur de la pente et de sa raideur. Et globalement, je peux faire ça indéfiniment. Alors, c'est quoi l'intérêt, vous me direz? Bah, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir plein de sauts comme ça, qui s'enchaînent. On est aussi un peu bizarre dans la manière qu'on a de se déplacer, parce qu'à la troisième personne, on a l'air un peu chelou quand même. Donc, je vais toujours vers la droite ou vers la gauche, mais jamais tout droit. Je ne touche jamais à ma touche avancée. Et le but, c'est de toujours timer les sauts pile au moment où il y a mon personnage qui peut en refaire un autre. C'est pour ça que j'utilise encore une fois la roulette. La roulette ici va me permettre de spammer les sauts approximativement sur une zone de temps. Et quand le moment parfait se présente où je peux faire un nouveau saut, c'est-à-dire où mon personnage touche le sol, eh bien ça fonctionnera. Techniquement, c'est faisable à la barre d'espace, mais c'est extrêmement difficile de bien timer tout le temps tous ces sauts pile à la milliseconde où notre personnage peut en faire un nouveau. Bon, maintenant on va aller voir rapidement quel est l'intérêt en fait de ce bunny hop, au-delà d'avoir l'air relativement bizarre. Là vous voyez que j'ai pris des dégâts, et bien si je veux me soigner, et bien regardez-moi ça. Je peux continuer à me déplacer avec, si je le fais bien. Alors bien évidemment bien moins vite que quand je tiens mon couteau dans la main, mais si je fais bien mon bunny hop, quand je suis en train de me soigner, je peux continuer à me déplacer bien plus vite que ce que j'aurais eu si j'étais simplement à pied. Là, je vous refais la démo. Alors que si je devais me soigner en étant à pied, vous voyez que c'est déjà plus lent. Alors au-delà d'être plus lent, on est aussi plus facile à viser. On nous tire dessus plus facilement quand on est en train de se déplacer en animation de soignage normal, plutôt que sous forme de bunny hop. Ça permet de grappiller quelques mètres en plus, quoi, globalement. Et surtout là où c'est intéressant, c'est si jamais vous réussissez à accumuler une certaine vitesse. Tenez, par exemple, là, si jamais je descends cette pente en me soignant, on va faire ça avec un kit Phoenix parce que c'est extrêmement long, eh bien, je vais accumuler une certaine vitesse et je serai en mesure de continuer à prolonger l'existence de cette inertie accumulée dans ma pente au gré du bunny hop. Donc, par exemple, si je me soignais normalement, ça donnerait ça, ce qui est extrêmement lent. Maintenant, si je décide de me soigner en faisant une glissade, ça donnerait quelque chose comme ça. Vous voyez, et après je marche. Maintenant, si je décide d'étendre ma glissade à l'aide d'un bunny hop, ça peut faire des choses comme ça. Voilà. C'est un petit bonus en plus qui est sympathique. Surtout si vous êtes en train d'essayer, par exemple, de vous cacher derrière une porte pour aller vous soigner. Là, on suppose qu'il y a quelqu'un qui essaie de me tuer, je sais pas quoi, je sors mon kit Phoenix, bam. Vous voyez? C'est beaucoup plus facile de faire ça que de venir comme ceci pour aller se soigner.
Voilà, on est plus rapidement à couvert, on est plus mobile, tout en faisant une action aussi barbante que se soigner. Et c'est pour ça que le bunny hop est intéressant. Et au-delà de ça, après c'est aussi intéressant pour la gestion du système de fatigue sur notre personnage dans le jeu. Donc un système bien évidemment qui est invisibilisé aux joueurs, qui fait partie du système de mouvement mais qu'on ne voit pas. Mais je vous en parlerai plus tard quand je vous parlerai des fatigue jumps et des fatigue wall jumps, etc. Bon, maintenant je vais vous parler des jump pads. Alors ce qu'il faut savoir sur les jump pads, c'est que vous marchez dessus normalement, ça vous fait une courbe qui est très verticale. Mais par contre, si jamais vous le faites, vous prenez en étant accroupi, vous êtes projeté horizontalement. Alors pour moi, ça aussi c'est du bon sens, mais quand vous empruntez votre jump pad de manière longitudinale, à savoir en étant accroupi au moment où vous l'empruntez, eh bien faites en sorte d'actionner votre second saut le plus tard possible. Comme ça. Non, parce que je vois trop de personnes qui viennent, qui empruntent le jump pad et qui tout de suite lâchent leur deuxième saut ici. Ça sert à rien de faire ça. Faut attendre d'être tard. Je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer. Donc bien évidemment, c'est naturel, mais quand vous empruntez un jump pad, vous pouvez strafe dans les airs pour pouvoir orienter un peu la direction qu'emprunte le jump pad. Si jamais je l'emprunte de manière longitudinale, ça peut donner ça. Voilà, on a un petit peu de contrôle, mais voilà, c'est pas incroyable non plus. Après, vous pouvez aussi donner un coup de poing dans le jump pad pour partir à la verticale. Et là, je peux juste lâcher mon clavier et ma souris et rester dessus comme ça va le faire pour toujours. Là, par exemple, ici, j'ai un cas où j'ai juste envie de monter verticalement, bah, hop, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour le faire. J'ai pas besoin de viser spécifiquement le jump pad. Il faut juste qu'en fait, la mêlée vous y amène. Quand vous faites un coup de mêlée, vous avancez. Vous voyez? Ça vous fait avancer. Et seulement ce qu'il y a, c'est que le jeu considère quand vous faites un coup de mêlée que vous avez une inertie neutre. Même si vous êtes en train de vous déplacer en avant, c'est plus pour l'animation. Et maintenant, c'est l'heure de rendre le truc très intéressant avec le tap strafe qui peut rentrer dans la course. En effet, au moment où vous actionnez le deuxième saut de votre jump pad, vous êtes en mesure de rediriger la direction que vous empruntez dans les airs. Comme ceci. Par exemple, vous voulez aller immédiatement sur le toit de ce bâtiment, bah simplement vous pouvez faire ça. Alors, je le redis au cas où, mais le tap strafe, vous l'enclenchez au moment où vous lancez votre deuxième saut. Donc au moment où vous appuyez sur la barre d'espace, c'est là que vous tournez. Je le refais une dernière fois. On passe donc au sujet des ziplines. C'est parti. Alors, vous voyez qu'ici on a une zipline, elle est magnifique, je m'y accroche, je monte. Mais si jamais je m'y accroche en faisant attention au petit logo interagir et là où il pointe sur la zipline, je commencerai plus ou moins haut. Là je commence déjà tout de suite plus haut. Je vous la fais en troisième personne, ça c'est quand je vise en bas, et ça c'est quand je vise en haut. Donc s'il vous plaît, si jamais vous cherchez à monter dans le futur, arrêtez d'interagir avec la zipline en bas, c'est nul, au moins faites-le en haut. Maintenant, il est temps que je vous présente le super jump. Le super jump en très gros, c'est ça. Je fais juste interagir, ça me jette très haut. Comment le faire? Qu'est-ce que c'est? Qui, que, quoi, dans où, lequel, duquel, auquel? En gros, vous faites interagir et juste après, vous faites sauter avec la roulette. Important avec la roulette. Je pense que maintenant, vous commencez à être familiarisé avec la roulette et comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc je pense que vous avez compris à quel moment il faut le faire. De toute façon, vous pouvez regarder au ralenti. Interagir et tout de suite après, saut avec la roulette. C'est aussi simple que ça. Il y a deux boutons dans l'histoire. D'ailleurs, je le précise, mais le super jump fonctionne sur les ziplines horizontales comme les verticales et même les zip rolls. Maintenant, comme j'ai pu vous l'expliquer avant, l'endroit où vous interagissez sur votre zipline a une influence sur la manière dont vous avez de monter. Là, je m'accrocherai juste en bas, alors que là, je m'accrocherai sur le point indiqué tout en haut. Donc, vous voyez que là, si je fais un super jump comme ça, j'atterris en dessous du pont. En revanche, si je le fais en visant en haut, j'atterris au-dessus de ce dernier. Donc maintenant que vous savez comment super jump, eh ben, je vais vous montrer comment grimper une zipline super vite. Donc en gros, vous allez faire un super jump et tout de suite après interagir avec la zipline, comme ceci. Compris? Et bien évidemment, visez toujours haut, parce que plus vous visez haut et plus vous allez haut immédiatement. Donc comment le faire ce mouvement-là? Vous faites un super jump et tout de suite vous vous retournez, vous refaites interagir normalement avec la touche E, comme d'habitude, comme ça. Ça vous permet d'atteindre plus haut, plus vite. Je me retourne, je fais interagir.
Donc j'ai interagi 2 fois avec la zipline dans l'histoire. Comme ça. Hop. Quand quelqu'un me court après actuellement, hop, je remonte en super jump. Je peux mettre un coup gratuit comme ça. Hop. Et vous voyez, il a pas compris ce qui lui arrivait parce que je suis passé dessus très vite vers l'arrière. Donc là, l'intérêt du super jump, ça a été de monter la zipline si vite qu'il n'en a rien vu venir. Donc là, à titre de comparaison, si je monte comme ça, je me prends un tir directement. Parce que ça va beaucoup trop lentement. Mais si je refais le même saut, lui il est à la même position. Vas-y, reste, campe ta position là. Et t'essaies de me tirer dessus quand je monte. Si je fais ça, il a raté son tir. Et ça, c'est un avantage qui suffit pour pouvoir gagner certains combats. Donc quelqu'un me court après actuellement, hop, je remonte en super jump. Je peux mettre un coup gratuit comme ça, hop. Vous voyez? Donc là, à titre de comparaison, si je monte comme ça, je me prends un tir directement. Vas-y, reste, campe ta position là. Et t'essaies de me tirer dessus quand je monte. Si je fais ça, il a raté son tir. Maintenant, je vais essayer de vous apprendre comment descendre d'une zipline ou descendre le long d'une zipline sans vous faire stun par cette fameuse chute là. Voilà, celle-ci, qui vous empêche de courir juste après. Pour éviter ça, il faut attendre la dernière seconde le plus tard possible pour interagir avec la zipline et ensuite faire s'accroupir. Très vite, comme ceci. Donc en gros, vous venez, vous sautez, hop. Voilà. Et si vous maintenez la touche vous accroupir, vous pouvez même quitter la zipline en glissant vers l'avant, comme ceci. Et après enchaîner sur un bunny hop si vous avez envie pour vous barrer immédiatement très vite. Donc je vous le refais une dernière fois, je viens, j'interagis avec la zipline, hop, et je finis accroupi. Un exemple d'usage sur World's Edge. Voilà, hop. Je suis sorti sans me faire stun par la zip. Donc maintenant les portes, comment briser une porte? On sait que briser une porte sur Apex Legends c'est souvent très risqué si jamais il y a quelqu'un qui la garde juste derrière. Parce qu'en général, une fois qu'on brise la porte comme ceci, regardez, je vous la referme, on ne peut plus bouger pendant un instant. Et là, on se fait cueillir gratuitement. En revanche, il faut que vous sachiez que lors du premier kick que vous mettez dans la porte, vous n'êtes pas autant pénalisé que lors du deuxième kick où vous êtes complètement immobilisé. De là part une observation qui est très intéressante, à savoir celle du fait qu'on peut sauter lorsqu'on fait le premier kick. Je vous montre ça. Vous avez vu? Je vous le refais. J'ai réussi à me ranger de l'entrée de la porte juste en mettant un kick. Regardez, là je mets un kick normal dans une porte et j'essaye de me ranger. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec le saut dont je vous ai parlé. D'ailleurs, on peut combiner ça aussi avec du tap strafe. Juste après avoir fait notre saut, on peut aller se planquer avec du tap strafe. Si je devais aller me planquer ici normalement, regardez le temps que ça me prendrait. Mais maintenant avec du tap strafe, c'est beaucoup plus rapide. Et ça marche sur toutes les portes. Hein. Sur n'importe quelle porte, vous pouvez venir et faire ça. Hein. C'est pas compliqué. Vous venez là. Hop. Vous rangez sur le côté. En revanche, il y a un truc intéressant à observer. C'est que pour casser une porte, il faut la regarder au moment de faire mêlée. Vous voyez, ça donne un coup dedans. En revanche, si jamais je la regarde pas au moment de donner mon coup mêlé, mais que je la redirige vers la porte, regardez ce qui se passe. J'ai réussi à mettre un impact dans la porte qui n'a causé aucun dégât. Et si je le fais en sautant... Donc là, j'ai mis un piège de gaz derrière cette porte qui représente un ennemi. Je ne peux donc pas ouvrir la porte actuellement. Il est derrière, il est peut-être low HP, et j'ai envie de le tuer, mais il bloque la porte, et il sait très clairement que si jamais je casse les portes, je suis mort, il va me cueillir facilement. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre un premier kick dans la porte pour voir comment est-ce que la personne réagit. Kick plus jump. Et il faut d'ailleurs que vous sachiez qu'à chaque fois que vous donnez un coup dans un truc dans le jeu, vous êtes repoussé dans la direction opposée. Et c'est ce qu'on va utiliser ici pour pouvoir faire semblant de donner un coup dans la porte, se faire repousser de la porte, attendre que la personne en face de nous l'ouvre, et ensuite lui mettre le petit coup de grâce au peacekeeper. Je vous montre à quoi ça ressemble en vue FPS. Je le refais. Bon, maintenant je vais vous parler de la Super Glide. Ça, c'était une Super Glide. Vous avez vu comment j'étais projeté en avant? C'est ça la Super Glide. Donc, comment faire cela? Pour ça, il faut appuyer quasiment en même temps
sur le bouton de saut et pour s'accroupir. Genre comme ça, vous voyez? Mais il faut que vous appuyez d'abord sur le bouton de saut avant celui de vous accroupir. Donc c'est vraiment très difficile d'avoir le timing sur le Super Glide. Et pour vous aider, je vous invite très fortement à mapper le bouton vous accroupir sur C ou V au choix. Je sais pas lequel vous préférez, mais un de ces deux boutons, de manière à ce qu'avec un seul doigt en même temps, vous puissiez quasiment appuyer sur les deux touches en même temps. Et rappelez-vous, il faut que vous appuyez d'abord sur la touche de saut, puis celle pour vous accroupir. Mais le rythme est extrêmement serré. Et bien évidemment, il faut appuyer sur ces touches une fois que vous êtes tout en haut de votre animation de grimpette. Vous savez, cet instant qui est très étrange là, entre le statut de mental que vous avez là, et le statut de debout. Si vous faites juste avancer tout droit, vous voyez qu'il y a un moment où vous êtes debout, vous semblez être debout, mais vous n'êtes accroché à rien du tout, et vous avez l'air de ne pas bouger du tout, avant de commencer à courir. Vous sentez ce moment-là? Je vais essayer de vous arrêter sur la bonne frame. C'est très difficile d'avoir le timing, mais une fois que vous l'avez, voilà, vous pouvez lâcher ça par-dessus. Pour les personnes qui ne voient pas encore à quoi ça ressemble une Super Glide, je vous la fais à la troisième personne. Vous voyez? Les espèces de petites jambes bizarres projetées en avant. Voilà, je leur fais. Voilà. C'est vraiment pour moi la mécanique de mouvement la plus difficile, je crois, franchement, de tout le jeu, et j'ai encore du mal avec. Ça veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas vous y mettre, attention, hein. Mais en gros, ce qui la rend aussi très compliquée, c'est que cette fenêtre de tir que vous avez pour pouvoir lancer une Super Glide, au-delà d'être très petite, elle est surtout en fait basée sur le nombre d'images par seconde que vous avez. En fait, plus vous avez un framerate qui est élevé sur votre ordinateur, et plus vous aurez une fenêtre qui est petite pour pouvoir exécuter une Super Glide après avoir grimpé un truc. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui s'amusent à scripter les Super Glides, donc utiliser des scripts au niveau de Apex Legends. Alors je sais pas à quel point est-ce que c'est autorisé ou non, moi ça m'a l'air un peu tordu quand même. Et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils s'amusent à associer à une touche l'appel d'une commande qui réduit temporairement le framerate. Le but avec ça, c'est de pouvoir faire des Super Glides plus consistantes, parce que comme je vous l'ai expliqué, plus vous avez un framerate qui est faible, plus vous avez un nombre d'images à l'écran où vous pouvez effectuer une Super Glide. Donc là vraiment ça va être vous et votre entraînement pour réussir à exécuter cette Super Glide. J'ai pas de solution miracle à vous donner, il faut que vous essayez de trouver ce petit moment-là. Essayez plein de fois, soyez têtu et essayez plein de fois jusqu'à ce que vous le sentez venir. Il y a un moment, vous voyez, même moi, je fais encore l'erreur de le rater parfois. Continuez à forcer dessus, franchement, au bout d'un moment, vous aurez le timing. Et franchement, quel bonheur de pouvoir mettre des Super Glides, parce que ça vous fait aller tellement vite. Un truc supplémentaire que je voulais vous mentionner, c'est que pendant les parties, c'est encore plus difficile quand t'es en jeu de lâcher une Super Glide, parce que le framerate est encore plus inconsistant pendant les parties. Ce qui fait que le timing où vous allez devoir appuyer sur vos deux touches pour lancer la Super Glide est susceptible de changer en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, et du coup du framerate auquel vous êtes exposé. Maintenant que vous avez vu la Super Glide, il est temps de vous montrer la Super Glide avec Tap Strafe. Donc oui, juste après une Super Glide, vous pouvez lâcher un Tap Strafe pour changer de direction immédiatement, comme ceci. Vous voyez, donc je partais de base en avant et je me suis retourné sur le côté avec du Tap Strafe. Je vous montre à la troisième personne à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment vous rediriger avec le Super Glide. Donc, commence à faire une Super Glide et ensuite aller vers le côté droit ou gauche. Voilà, ça c'était vers la droite. Donc, je précise bien, ça c'est sans Tap Strafe, et si je vous en parle après le Tap Strafe, c'est que c'est plus difficile, je trouve. Voilà, ça c'était vers la gauche. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'on peut aussi faire des Super Glides à l'envers, comme ceci. Pour ces Super Glides en arrière, si je les ai mises en dernier, c'est parce que c'est celles qui me semblent être les plus difficiles à exécuter. Faut penser à ne pas appuyer sur la touche avancée, réussir à faire du multitasking entre ses doigts, entre le fait d'appuyer sur s'accroupir et sauter en même temps, et être en mesure de donner dans l'ordre l'input de gauche puis bas, ou de droite puis bas avec ses touches directionnelles. J'ai pas d'explication particulière sur comment effectuer les Super Glides arrière, vous pouvez regarder les touches sur lesquelles j'appuie. Du coup, je vous ai plutôt fait un groupe de Super Glides arrière, certaines qui sont plus ou moins réussi que d'autres, parce que vous voyez qu'en fonction du timing, quand je l'ai ou quand je l'ai moins, je suis projeté plus ou moins vite en arrière. Et j'ai aussi essayé de vous le faire depuis des surfaces qui ont des hauteurs différentes, pour vous montrer aussi quel est le timing qui est attendu au niveau de la Super Glide une fois qu'on arrive au sommet de l'endroit qu'on grimpe.
Donc maintenant, on va parler du mental cancelling. Le mental cancelling, c'est le fait d'annuler une animation de mental. Le mental, je le rappelle, c'est le fait de se pendouiller comme ça. Donc vous appuyez sur S, et voilà, c'est annulé. C'est aussi simple que ça. C'est important de savoir le faire efficacement, parce que ça peut vous servir notamment pour faire ça. Vous savez, quand vous grimpez, il y a un moment où il y a juste votre tête et votre gun qui apparaissent. Et ça, c'est extrêmement bien pour être casse-pied. Si vous êtes un joueur au fusil à pompe, vous serez extrêmement casse-pied avec ça. De ce point de vue-là, ça ressemble à ça, le mental cancelling. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est si vous amusez en plus à changer de position. Hop. Donc ça marche à peu près partout tant que vous commencez pas une animation de grimpette au complet. Donc le but c'est de pouvoir mental, donc se retrouver dans la position comme ça, sans passer par l'intermédiaire où on fait cette animation de grimpette. On va absolument l'esquiver. Donc par exemple, ce mur-là, il est trop haut. Vous voyez? Celui-là, il est trop haut aussi. Parce qu'on est obligé de grimper à un certain moment pour se retrouver dans cette position. Par contre, ce camion-là, ça passe. C'est la limite entre guillemets. Cette casse aussi, ça passe. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le mental cancel, vous pouvez le faire avec l'ulti de Watson. Donc vous êtes en plein combat, vous lâchez ça, bah vous pouvez mental dessus. Hein. Faites juste attention à ne pas le faire trop tôt, sinon vous mettez votre tir dans votre propre ulti en fait. Bien évidemment, ça me paraît évident pour moi, mais je le précise au cas où. Ça, c'est quelque chose, faut le faire qu'avec des armes qui sont du type en un coup. Donc par exemple un wingman, un longbow, un sentinel, un Mozambique, un pompe quoi, mais pas avec des SMG. Pareil pour les mitraillettes de manière générale, pas bon. Ce qui est encore mieux, c'est si jamais il vient vous attaquer et il se rapproche de vous, il va vers là. Ce qui est intéressant, c'est de brouiller complètement sa vision avec un super glide avec tap strafe, du coup pour revenir en face de lui, comme ça. Donc là vous l'embêtez, vous lui tirez dessus, et là il décide de vous push. Et ensuite, super glide inversé, comme ça. Et là, bam, vous payez le gars. Du coup, lui, de son point de vue, il va avoir un gars qui lui casse la tête derrière cette caisse-là. Et au moment où il va prendre la décision de vous push, probablement en courant glissant, et bah vous allez d'un coup vous mettre à super glide dans ce sens et ensuite revenir comme ça. Du coup, lui, il va être là comme ça, en vous attendant derrière cette caisse à venir vous choper ici. Et là, d'un coup, il se met à faire ça. Wow. Et ça, c'est largement suffisant pour aller gratter un coup supplémentaire. Maintenant, je vais vous apprendre à wallrun. Le wallrun, c'est ça. Je m'accroche au mur et je glisse le long du mur. Donc vous venez, vous faites un slide jump, vous venez contre le mur et ensuite, voilà, droite ou gauche en fonction de là d'où vous venez, là vous allez. Vous faites toujours bien attention à orienter votre caméra de manière à faire face au mur au moment où vous commencez votre animation de grimpette. Et surtout, vous ne faites pas l'erreur d'appuyer sur la touche avancée. Et c'est chouette, maintenant vous savez comment wallrun. Vous pouvez le garder pour plus tard, on va s'en resservir. Maintenant, il faut que je vous parle du système de fatigue dans le jeu. En gros, vous voyez, la première fois, je viens faire un saut. Voilà, ça m'a bien fait sauter. Mais par contre, tous les sauts consécutifs seront des sauts rikiki pourris. Regardez ça. Ah, un grand saut et que des petits ensuite. Pourquoi ? C'est parce que mon personnage a ce qu'on appelle de la fatigue. Donc le personnage s'est donné à fond sur le premier saut et ensuite pour les suivants, il a besoin d'un cooldown avant de pouvoir refaire son saut complet. Ce cooldown-là, il dure à peu près 2 secondes. Bon, alors là, j'aimerais vous présenter ce que c'est que les fatigue jumps. En très gros, les fatigue jumps, c'est ça. Et ça peut s'enchaîner encore et encore et encore à l'infini. C'est des wall jumps limite à l'infini. Mais là, je pense que c'est très intéressant de vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche. Et pour ça, j'ai besoin de vous expliquer deux choses. Déjà, j'ai besoin de vous expliquer en soi pourquoi est-ce que les wall jumps fonctionnent. En réalité, les wall jumps fonctionnent parce que vous performez un saut en étant en dessous de la hauteur maximale que votre saut initial peut atteindre. Par exemple, quand vous venez la première fois pour faire un saut contre un mur, vous atteignez une certaine hauteur. En revanche, cette hauteur-là, quand vous faites un slide jump, vous ne l'atteignez pas. Vous êtes juste en dessous. Vous voyez ? Comparaison. Et là, si je fais un saut normal, je suis au-dessus.
Dès lors que vous êtes entre guillemets en dessous de la courbe de votre saut, lorsque ce dernier est à pleine puissance, eh bien vous pouvez performer un wall jump qui vous pousse vers le haut. En fait, quand vous faites un slide jump, vous accumulez déjà de la fatigue sur votre saut. C'est pour ça que quand vous atteignez un mur, vous êtes déjà à la bonne hauteur. Du coup, quand vous faites vos fatigue jump, ce que vous faites, c'est que vous faites le premier saut afin d'accumuler de la fatigue et que le suivant soit bas, et ensuite vous touchez le mur et vous faites immédiatement un wall jump. Comme ça. Le premier saut, il était raté, parce que j'avais pas de jump fatigue. Le deuxième, il m'a poussé vers le haut. Et ben là, c'est exactement la même chose. Jump fatigue, et ensuite, hop, et j'enchaîne. Du coup, on va voir ce que c'est qu'un mental jump. Je décompose l'histoire. Mental jump, c'est une combinaison de mental, donc s'accrocher, et super jump, ça fait mental jump. Et en gros, l'idée, c'est de monter le long de la zipline, et au moment où vous êtes en position de mental, comme ça, c'est là que vous allez regarder en direction de votre zipline en montant, et ensuite vous allez performer un super jump. En gros, ça donne ça. Quelque chose que j'ai pas dit que j'aurais dû mentionner dès le début, une fois que je suis en position de mental, j'appuie sur S pour me remettre à portée de la zipline pour pouvoir super jump contre celle-ci. Parce que quand on est en position de mental, on peut juste pas interagir avec la zipline. Il faut toujours que j'appuie sur reculer juste avant pour pouvoir de nouveau la voir à portée de mon personnage. Là vous avez vu, j'ai fait un mental jump en regardant vers le bas au moment de faire mon super jump, mais il y a aussi moyen de le faire en regardant vers le haut. Et en général, quand vous le faites vers le haut, ça vous emmène un peu plus loin. Ça fait écho à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la manière dont on a d'interagir le long de la zipline, en fonction de là où on regarde. Ça, vous voyez, c'est un mental jump avec le regard orienté vers le haut. Du coup, ça m'emmène beaucoup plus haut que l'autre. Ça, c'est la troisième personne vers le bas. Et ça, c'est vers le haut. Mais là, vous vous dites, à quoi ça sert de m'avoir montré du coup l'autre où on regarde vers le bas? En fait, l'utilité, c'est que dans les bâtiments type Streamer Building sur World's Edge, vous pouvez pas faire de mental jump si vous regardez pas vers le bas parce que vous avez pas une zipline qui est suffisamment longue au-dessus de votre tête. Quand vous arrivez au dernier étage de votre tour, vous pouvez normalement faire un mental jump. Ce qui se passe généralement, c'est que la zipline, elle s'arrête relativement tôt au-dessus de votre tête. Du coup, vous n'avez pas moyen de taper un super jump en regardant vers le haut. Le seul moyen que vous avez, c'est de le faire vers le bas. J'essaie rapidement de vous montrer qu'est-ce que ça donne ici. Donc voilà, ça c'est sur World's Edge. Je tiens à préciser que faire un mental jump ici, c'est faisable que pour les persos de petite taille. Donc vous y arriverez pas avec des Pathfinder, des Caustiques, des Revenant, tout ça c'est mort. Les meilleurs personnages pour faire ça ici, ça va être Wraith, Lifeline et les autres personnages de petite taille. Là je vais combiner de la montée de zipline très vite dont je vous ai parlé, plus un mental jump. Une autre version. Ça, c'est avec du tap strafe en plus. C'est bien aussi pour retomber juste ici et continuer immédiatement. Donc là, hop, vous pouvez aussi choisir de retomber directement là si vous voulez. Bref, section suivante. Maintenant, je vais vous montrer une technique pour pouvoir faire immédiatement un wall jump dès qu'on sort de la zipline. Donc, immédiatement se retrouver par exemple contre ce mur et lâcher un wall jump dessus. Pour ça, on va partir du dernier étage des bâtiments qui ont des ziplines. Et le plan, ça va être en gros de s'accrocher en haut, de tourner sur nous-mêmes extrêmement vite. Donc pour ça, il faudra avoir soit un tapis de souris qui est suffisamment conséquent pour parcourir la bonne distance, soit comme moi, jouer avec une sensi qui est plutôt haute. Et ensuite, sortir immédiatement de la zipline en faisant une glissade, tap strafe, puis ensuite finir en wall jump contre ce mur. Ça donne ça. Et avec ça, vous gagnez un wall jump gratuit et assuré. En gros, l'idée encore, c'est que vous accumulez de la fatigue au moment où vous utilisez votre zipline. Du coup, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vous taper à la bonne hauteur contre votre mur pour faire votre wall jump. Bon, c'est parfait, là, il y a un bot qui s'est ramené, hop. Vous voyez? C'est pas si compliqué, comme ça, hop. Voilà. Je vais maintenant vous parler du Elite Jump. Alors je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait un nom qui a été collé dessus. Pour moi, ça semble être un peu du bon sens. Et en gros, ça ressemble à ça. Donc c'est simple, je viens avec une vitesse incidente, je fais un super jump contre la zipline et immédiatement je lance un tap strafe et je tourne de 180 degrés vers l'arrière. Comme ça.
Dès que le super jump est lancé, vous commencez à tourner. Et après, c'est une question de timing, vous devez le sentir le truc. C'est relativement court, mais c'est très faisable. Sur Apex Legends, comme sur énormément de FPS, il y a quelque chose qui s'appelle le Coyote Time. Le Coyote Time, c'est cette durée pendant laquelle vous pouvez encore performer un saut une fois que vous avez glissé d'une plateforme. Ce compromis existe pour permettre aux gens qui jouent en vue FPS de mieux timer leur saut et de ne pas faire face à une frustration où ils ratent leur plateforme parce qu'ils sont incapables de bien voir à leurs pieds quand ils sont en vue FPS. Et ça, on va s'en servir pour faire des Coyote Jump. Et les Coyote Jump en très gros, qu'est-ce que c'est? C'est que au lieu de faire des slide jump normaux où on sauterait à la limite de cette surface, et ben on va chercher à grappiller ces quelques petits centimètres en plus en entamant notre saut une fois qu'on est déjà un peu flottant comme ça dans les airs. L'intérêt, c'est que ça nous permet d'aller chercher une amplitude plus importante au niveau de notre slide jump quand on saute depuis notre surface. Et donc en très gros, au lieu de faire ça, ce qui vous fait atterrir ici, et ben on va chercher à faire ça. Ce qui me fait atterrir là. Et bien évidemment, le Coyote Jump, vous pouvez le faire sur toutes les surfaces, hein, n'importe où. Dès que vous êtes encore dans le vide, vous pouvez lâcher un saut. Là, je pense que ça crève vraiment les yeux, hein. Je suis dans le vide et je lance un saut à chaque fois. Voilà, vous savez faire un Coyote Jump. Du coup, si vous avez compris la logique, je vous présente le Mental Coyote Jump. Donc le principe, c'est de se mettre en position de Mental, et ensuite appuyer soit sur S, soit sur CTRL pour se détacher du mur, et du coup faire immédiatement un Coyote Jump pour ressauter, tirer, et ensuite rappuyer sur la touche avant pour se raccrocher au mur. Le timing est aussi un peu serré, je vous invite à vous référer à l'extrait que je vous mets. Par contre, je veux que vous sachiez que c'est plus facile pour moi de le faire avec la touche CTRL qu'avec la touche S. En fait, j'ai l'impression que la touche S nous demande d'appuyer beaucoup plus tôt sur la touche avant pour se raccrocher. Ça rend le truc plus difficile. C'est pour ça que je préfère la touche contrôle. Mais techniquement, les deux sont faisables. Donc maintenant, je vais vous apprendre à lurch. Lurch, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? C'est de la redirection de son personnage une fois qu'il n'est plus en contact avec le sol. Et ce, sans utiliser des jump pads et tout ça, même pas s'envoler, juste à terre. Alors comment lurch de base, avant même d'utiliser du tap strafe dans l'histoire? En gros, vous voyez, quand vous êtes en plein dans le ciel, il y a un moment, vous le sentez ce moment-là, où je peux faire un changement de direction relativement brutal. Et ben, c'est ce moment-là où vont avoir lieu tous les strafes dont je vais vous parler maintenant, dont on a besoin pour lurch. La première méthode s'appelle le ras strafe. Je ne savais même pas qu'il y avait un nom qui était collé dessus. En gros, vous avez ce gars qui est ici, vous avez plusieurs manières de le pique. La manière la plus bête et méchante, c'est de faire ça. Voilà, vous savez, les droites-gauche du strafe classique. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire du tap strafe. Donc comme ça, hop, vous l'avez checké. Et l'autre manière, pour ça, faut le sentir un peu. Regardez, si vous vous déplacez, si vous sautez, vous pouvez faire ça. Vous le sentez le truc? Il y a une espèce de petit angle. D'un coup, on change de direction violemment une fois qu'on est en plein saut. Là, je sais pas si vous le sentez, mais là, je suis en train de faire des sauts et des changements brusques de direction une fois dans les airs. Il y a des gens qui savent pas le faire, donc essayez, on sait jamais. C'est pas très compliqué à faire, voilà. C'est comme d'habitude, vous appuyez sur vos 3 touches de direction dans un ordre précis. Et en gros, le principe du ras strafe, c'est d'aller utiliser la même technique, mais en plein slide jump et combiné au tap strafe. En gros, là, si je fais un slide jump, regardez, là, je vais tout droit normalement. Vous avez vu, j'ai tourné violemment sur le côté gauche, là. En plein slide jump. Je vous fais pareil vers la droite. Voilà. Tout ça, pour le moment, c'est sans tap strafe. Comme ceci. Et là, vers la droite. Voilà. À la fin de cette fameuse courbe, là, ce moment où il y a cette espèce de changement bizarre de direction quand je suis dans les airs, c'est là que je vais lancer un tap strafe pour pouvoir revenir en arrière. Comme ceci. Et ça me permet de revenir en glissant. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est pique ce mec, mais avec du ras strafe. Et vous allez très peu vous exposer. Comme ceci. Vous avez vu? Il a apparu à l'écran qu'une fraction de seconde, mais c'est largement suffisant pour aller lui en coller une. Comme ça. Voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Mais si vous rangez votre arme, vous pouvez aller encore plus vite. Comme ça. Voilà. Par ailleurs, s'il y a un moment où c'est très utile, ces fameux RAF Strafe, parce que le nom il me termine. C'est dans les Dome-Fight de Gibraltar, vous pouvez faire ça.
Ensuite, il y a une autre variante dont je me sers relativement souvent pour revenir sur place à l'endroit où j'ai sauté, qui ressemble à ça. Donc cette fois, je fais usage de la roulette dans l'histoire pour sauter et interrompre mon tap strafe et revenir sur place. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez que je fais l'espèce de cercle avec mes touches, ça fait QZD, DZQ à chaque fois. Et qu'en plein saut, je lâche un tap strafe. Et pour le dernier qui s'appelle le Yuki Strafe, je l'ai jamais mis en pratique, du coup je ne sais pas le faire. Et j'ai pas le temps de m'entraîner pour sortir cette vidéo, ça me prendrait beaucoup trop de temps avant de pouvoir le faire de manière suffisamment consistante. En revanche, je peux vous mettre des extraits de personnes qui le gèrent très bien. Ici on a un youtubeur Eskidja, qui est en train de vous montrer à quoi ça ressemble en TPS, le Yuki Strafe. Donc il court en diagonale, ici il appuie sur Z et Q, ensuite il saute, il est donc projeté en diagonale gauche. En plein dans son saut, il appuie en même temps sur la touche de droite et il envoie des inputs de tap strafe à la souris. Puis ensuite, il arrête tout, il appuie que sur la touche arrière, puis il appuie sur la touche de gauche plus tap strafe. Donc c'est un peu technique, faut vraiment avoir le truc. Une erreur à ne pas faire, que sûrement je dois faire même moi en ce moment, c'est de ne pas spammer la roulette, donc de ne pas spammer le tap strafe au moment de le faire. Il faut bien faire attention à envoyer son tap strafe que au moment où on appuie sur la touche de droite et au moment où on appuie sur la touche de gauche. À part ça, il faut pas envoyer des inputs de tap strafe. Et bien évidemment, si je vous présente les trois méthodes maintenant, ça veut pas dire pour autant que vous devez apprendre les trois. L'important, c'est d'en connaître une et de pouvoir la maîtriser sur le bout des doigts. S'il y a trois méthodes que je vous présente aujourd'hui, c'est à la fois parce qu'elles ont chacune leur spécificité au vu de la manière de faire bouger le joueur une fois qu'il est dans les airs, mais aussi parce qu'elles fonctionnent différemment au niveau des inputs qui sont attendus au clavier. Sachant qu'on a tous des mains qui sont entraînées différemment, certains auront plus de facilité à en faire l'un que l'autre. Je vous en présente trois pour être sûr que vous en ayez une qui puisse coller à peu près à ce que vous arrivez à faire de base. Vous pouvez toujours apprendre les autres au gré de répétition, de pratique, ça finira par rentrer dans votre mémoire musculaire, mais ça risque de prendre un petit peu de temps, donc si vous voulez pouvoir vous entraîner dès le début avec l'un d'entre eux, essayez les trois et voyez lequel vous colle le mieux au niveau de l'input. Donc voici une manière supplémentaire aussi que j'ai de lurch et que j'ai oublié de vous mentionner. Et même si je l'ai pas mentionné juste avant, ça paraît du bon sens, mais une fois qu'on a lurch, en général ce qu'il y a d'intéressant quand on est face à un ennemi, c'est de commencer à glisser pour pouvoir accumuler de la vitesse, et ensuite aller faire des petits sauts et des trucs dans tous les sens. Et du coup pour vous présenter ce petit dernier là, je vais vous le présenter avec une mise en situation. Ça ressemble à quelque chose comme ça. En très gros, je fais un strafe plus saut, puis ensuite je relâche les deux boutons, donc les boutons de saut et de strafe. Je fais une espèce de cercle avec mes touches, où j'appuie d'abord sur la touche avant, puis la touche de strafe opposée, avant d'appuyer sur la touche arrière. Tout ça, je le fais très vite, et ensuite, je dois appuyer sur la touche m'accroupir afin de glisser. Et je maintiens cette touche. Et plus vous appuyez tard sur la touche glisser, et plus vous aurez un angle d'attaque qui sera violent contre le sol, et du coup, vous serez projeté fort en arrière. Une fois en pleine glisse, c'est là que je lâche un saut. Vous pouvez le faire au choix, soit avec la roulette, soit avec la touche sauter. Personnellement, c'est la roulette. Et ensuite, je commence à lancer un tap strafe vers la direction opposée à celle vers laquelle j'ai glissé. Parce que quand je glisse pas tout droit, je glisse en diagonale vers un côté, un petit peu. Et en plein milieu, pendant ce tap strafe là, je suis encore en train de faire un cercle avec mes touches, mais dans le sens opposé. Donc si au départ, par exemple, j'avais fait QZD, et bien après, je vais faire DZQ. Le tout pendant le tap strafe. Donc là, je vous en ai fait un petit groupe, histoire de ne pas avoir qu'une seule vidéo. Et je vous laisse apprécier comment est-ce que le personnage peut changer un petit peu de trajectoire, ou même de vitesse de manière générale, en fonction du timing entre mes inputs. Donc un truc à remarquer cependant, c'est qu'au moment où je fais mon tap strafe, je suis quand même obligé de faire un balayage du regard. C'est pour ça que pour pouvoir bien gérer ce truc, faut être bon quand il s'agit de faire des flics. Dans mon cas, ça va, je m'en tire très bien avec les flics, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et la raison pour laquelle moi je fais mon lurching comme ça, c'est aussi parce que c'est une forme d'accoutumance avec le pito strafe, dont je me sers régulièrement et avec lequel ça va bien. Et vu que de manière générale, j'ai pas de problème à faire des flics, du coup ça m'a jamais trop gêné. En revanche, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui puissent avoir du mal avec ça, et c'est pour ça qu'il y a une
petite variante de ce truc que je viens de vous montrer, qui du coup n'utilise plus le tap strafe et qui permet de faire à peu près la même chose. Et Triri le présente très bien dans sa vidéo, du coup je vais vous mettre l'extrait ici. En gros, avec des inputs différents au niveau des touches directionnelles, il arrive à obtenir à peu près le même résultat sans avoir besoin d'utiliser de tap strafe. L'avantage, c'est que ça lui permet de garder un peu plus le curseur sur sa cible. Bon, du coup là je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Pito Strafe. Le Pito Strafe, c'est une combinaison du tap strafe, des lurches que vous venez de voir, et un peu de bunny hop. En très gros, ça ressemble à ça. En soi, c'est du bunny hop, simplement que j'implémente du tap strafe entre chaque bond que je fais au sol. À chaque bond que je fais au sol, je fais un tap strafe dans la direction opposée de là où j'allais. Ça me permet de conserver ma vitesse et en même temps, je fais les lurches que vous avez vus. Par contre, je ne fais que les versions du coup QZD, DZQ. Du coup, celles qui vont dans la direction dans laquelle je vais. Donc je vais pas vous faire du Raf Strafe ni du Yuki Strafe dans l'histoire. Je vais juste vous faire des lurches simples avec du QZD, DZQ. Et le truc, c'est que ce Pito Strafe là, quand vous le faites avec l'arme de sortie, c'est plus difficile parce que vous êtes moins rapide que quand vous avez l'arme de rangée. Du coup, ce qui se passe généralement, c'est qu'il m'arrive d'alterner entre Pito Strafe et Bunny Hop classique pour pouvoir regagner de la vitesse. En général, vous commencez avec un jump slide ou un slide jump et c'est cette vitesse-là que vous essayez de garder le plus longtemps possible pour pouvoir faire du Pito Strafe dessus. Et dès que ça passe plus, vous re-switchez sur du Bunny Hop pour regagner une certaine vitesse. Je vous montre un exemple. Je commence en Pito Strafe. Je commence à me sentir lent, je passe en bunny hop. Pito Strafe. Donc là c'est du Pito Strafe. Je commence à être lent, je switch sur du bunny hop. Vous voyez, je regagne ma vitesse facilement. Et là, je peux refaire du Pito Strafe. Ensuite, il faut aussi savoir que ce Pito Strafe là, il est beaucoup plus pratique sur Octane avec sa Steam, qui lui permet d'aller plus vite et donc de le conserver plus longtemps et d'être plus rapide avec aussi. Voici à quoi ça peut ressembler sur Octane. Et là, vous commencez à tirer. Ah, il y a encore un truc plus avancé qui peut être intéressant avec le Pito Strafe, c'est si jamais vous entamez votre Pito Strafe devant un ennemi en faisant un des lurches que je vous ai montré juste avant. Prenons le dernier par exemple, si je l'entame de la manière dont je vous ai montré et que je fais une glissade directe, je peux enchaîner sur un Pito Strafe si je veux. Et ça c'est chouette. Surtout si on utilise la Steam d'Octane. Vous voyez? Voilà, vous savez à peu près tout du Pito Strafe. C'est maintenant au tour du Ghost Jump. C'est pas très compliqué, regardez, vous voyez quand vous mettez au niveau d'une sortie de zipline, et bien quand vous sautillez en plein dans les airs, et bien vous avez un bouton d'interaction vers la zipline qui apparaît. Et nous ce qu'on va chercher c'est sauter pour interagir avec cette zipline et immédiatement faire un saut. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vu qu'on vient juste de faire un petit saut, et bien le jeu nous permet encore de lurch, et ce temps là qui est utilisé pour faire des lurch, et ben on peut s'en servir pour pouvoir faire par exemple du tap strafe dessus. C'est très court, ça dure 0,5 secondes pour pouvoir réussir à lâcher un tap strafe là-dessus, mais c'est très faisable. En fait l'input au complet qui est demandé, c'est pour vous d'abord de sauter, ensuite d'interagir et ensuite de ressauter. Mais vu que vous avez une roulette sur laquelle vous avez déjà la touche sauter qui est bind, et ben vous pouvez juste vous rapprocher de la zipline, maintenir la touche interagir enfoncée, regarder vers le haut ou vers le bas et ensuite donner un coup de roulette. Et du coup ça vous fera sauter, eux étant déjà enfoncés, ça vous fera automatiquement interagir vers la zipline et ensuite ben, la roulette vu qu'elle continue de rouler, bah ça redonne le deuxième input de saut et du coup vous vous détachez de la zipline. Là par exemple je vous en fais un avec tap strafe et wall jump. Cette fois-ci c'est avec super glide avant de vous en faire un. Et vous voyez que ça peut s'enchaîner relativement bien, là je tombe d'un étage, hop j'arrive à la zipline et je peux tout de suite en refaire un. Dès qu'il y a une zipline c'est faisable en fait. Là encore un exemple avec tap strafe si j'ai envie de fuir. Pour cette dernière section de la vidéo, et pour votre compréhension des techniques de mouvement à suivre, j'aimerais aller plus en détail sur la règle qui régit le déclenchement des wall jump ou non dans le jeu. Parce que la vérité c'est que je ne vous ai pas tout dit plus tôt, quand je vous l'ai présenté lors de la section sur les wall jump. Si vous vous rappelez, je vous avais raconté qu'il suffisait d'être en dessous de la hauteur maximale que notre saut peut atteindre sur un mur pour pouvoir performer un wall jump. Soit un saut qui n'est pas soumis à la fatigue du personnage. Le problème avec ce que je dis, c'est que ça sous-entend qu'il n'y a pas de limite inférieure, mais uniquement supérieure. Et ça c'est faux. Il y en a bien une qui est inférieure comme une qui est supérieure. La vérité c'est que la hauteur de cette limite est ajustée en fonction du sol sur lequel vous vous trouvez. Lorsque vous êtes debout sur un sol, cette limite est placée à une certaine hauteur par rapport au sol.
Si jamais vous montez sur une autre surface qui est surélevée, cette délimitation se déplacera avec vous et montera aussi en altitude. Seulement si jamais vous accrochez à un mur en pleine chute et que du coup vous amortissez votre descente, eh bien la nouvelle zone où vous pouvez performer un wall jump ne sera pas placée en fonction du dernier sol où vous étiez, mais en fonction de la hauteur minimale que vous avez atteinte sur votre mur. Et ça vous devez vraiment le comprendre parce que sinon vous risquez de galérer avec ce qui vient. Bon, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des Coyote Jump, je vous en ai parlé et je vous ai présenté ça avec des Slide Jump afin d'optimiser au maximum la longueur que vous pouvez parcourir à l'aide des Coyote Jump. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de glisser pour faire un Coyote Jump. Vous pouvez simplement marcher, commencer à tomber dans le vide, appuyer sur sauter, vous remontrer. En revanche, vous avez quand même perdu un peu d'altitude en tombant. Et cette petite différence, c'est exactement ce qu'il vous faut pour que vous puissiez interagir avec un mur à la bonne hauteur, à savoir la hauteur d'où vous pouvez performer un wall jump. En gros, ça vous fait presque le même effet que la fatigue sur votre personnage. Vous vous rappelez quand je vous parlais de la fatigue et que je vous expliquais que quand on a de la fatigue, on arrive à performer des wall jumps facilement parce qu'on a des sauts qui sont pas très hauts. Et bien là, c'est à peu près pareil, sauf que au lieu d'avoir de la fatigue, eh bien vous partez de plus bas au moment de votre saut, ce qui fait que vous atterrissez contre votre mur à la hauteur d'où vous pouvez faire un wall jump. Et alors là, si vous combinez ce que vous venez de comprendre avec ce que je vous ai expliqué juste avant concernant la manière dont se déplace la zone d'où vous pouvez faire un wall jump, vous pouvez faire ce genre de truc. Donc là, si vous avez compris, la zone d'où je peux faire un wall jump est de base associée à la hauteur de la plateforme depuis laquelle je fais mon coyote jump, mais après mon coyote jump, vu que je suis un peu descendu en altitude, ma zone d'où je peux faire un wall jump est aussi un peu descendue. J'arrive donc et je m'écrase contre le mur en face et je dois faire un peu de grimpette pour pouvoir l'atteindre. Là, je vous montre un autre exemple, même chose. En TPS. Et là, je tombe du rebord d'une voiture et j'arrive directement à faire un wall jump. Là, c'est la même chose mais avec du tap strafe. Là, je vais vous parler de ce que c'est qu'un U-bounce, mais avant de commencer, je vais quand même prendre la mesure de la distance max à laquelle je peux être repoussé par un wall jump, et je vais délimiter ça avec un holo spray. Ici encore, si vous avez compris comment fonctionne le wall jump dans la petite explication graphique que je vous ai faite tout à l'heure, eh bien le U-bounce n'aura plus de secret pour vous. C'est juste le fait d'aller s'écraser contre un mur et de faire une forme de U pour pouvoir ensuite refaire un wall jump. C'est vraiment juste ça. Donc là, j'ai ajouté une super glide dans l'histoire parce qu'en général, c'est plutôt pratique de commencer un U-bounce avec une super glide, mais c'est pas obligatoire du tout. Et là, pour la dernière technique de mouvement, le Coyote Wall Run, vous aurez besoin de beaucoup de choses que vous avez vues juste avant et surtout besoin de les maîtriser. Pour ce move, je suis désolé, mais j'ai pas de solution miracle à vous donner, j'ai pas de... Il faut juste se jeter dans le bain et tester jusqu'à sentir le truc. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est posez-vous bien la question de est-ce que vous faites bien les choses qui composent ce mouvement. Individuellement, est-ce que vous les maîtrisez bien? Si oui, normalement, l'apprentissage sera pas trop violent. En très gros, le plan, c'est de courir, faire un Coyote Slide Jump, ensuite finir contre un mur. Alors vous pouvez finir contre le mur soit via tap strafe soit sans, pour ensuite faire un wall run dessus et à la fin il faut que vous réussissiez à faire votre wall jump pour pouvoir vous tirer d'affaire. Bref, je sais que je vous avais demandé votre avis entre ce que vous préfériez entre les vidéos courtes et les vidéos longues, et au vu du vote qui était à 50-50, on dirait que ça tombe presque bien que je me retrouve dans cette situation parce que vous avez à la fois une vidéo longue et une vidéo en plusieurs fois. Parce que oui, si je veux continuer à produire le reste de cette vidéo où je vais parler d'autre chose que le système de mouvement, parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur le jeu qui vont bien au-delà du système de mouvement, ben je vais être obligé de vous la faire en plusieurs parties. À la fois parce que j'ai plus d'espace disque, parce que l'ordinateur est plein de rush vidéo pour cette vidéo là, et surtout parce que je suis cuit, je fais une overdose d'Apex Legends, je suis littéralement sur cette vidéo depuis plusieurs semaines, et ça y est, j'en peux plus là. Il faut que je change de sujet. En fait, le projet que j'avais englobait bien plus de sujets que ça, et du coup était trop ambitieux pour que je le fasse en une vidéo d'un coup comme ça. J'avais envie de vous parler de prédiction de zone, de placement, de la prise de décision pendant les combats, comment gérer la zone, les skins qui peuvent avoir des avantages en partie, comment gérer son inventaire, comment communiquer avec ses alliés, comment s'entraîner au jeu, des techniques pour mieux viser, des techniques de mouvement qui sont propres à certaines légendes, des informations sur les différents serveurs et les différentes régions, des connaissances à avoir sur les différentes cartes du jeu, des histoires liées au lag switch, etc. Du coup voilà, on n'a qu'à dire que ça c'était le tome 1, voilà, c'est bon. Ah, et par ailleurs, il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur Dark Souls 3 et comment le jeu joue avec notre psychologie. Et vous l'avez vraiment aimé et je suis super content de vos retours. Donc merci beaucoup, et si vous l'avez pas encore vu, ben elle est là. Allez, tchuss!